merci pour être présent dans cette session qui va être consacrée à l'innovation. On va essayer de parler de l'innovation, de voir pourquoi a-t-on besoin d'innover, c'est quoi exactement l'innovation et comment peut-on faire en sorte de faire cette innovation de manière structurée en utilisant une démarche, une méthodologie. Donc l'une des méthodologies qui sont utilisées, c'est une méthodologie qui s'appelle le design thinking. Donc on va essayer de voir un peu brièvement comment on peut faire de l'innovation à travers le design thinking. Alors, déjà, la première question qui se pose, c'est quoi l'innovation? Normalement, il y a beaucoup de gens qui confondent innovation et invention. L'Arabia, innovation, c'est quoi? C'est ibda'. Invention, c'est ikhtira'. C'est deux choses complètement différentes. Pourquoi? Parce qu'on peut faire de l'invention sans pour autant être dans l'innovation. Inventer, c'est-à-dire en fait créer généralement un produit. Quand on invente, c'est principalement dans une logique produit qui n'a pas nécessairement un marché. Par contre, à partir du moment où on parle d'innovation, c'est généralement une invention qui rencontre un marché. C'est une invention qui peut être transformée en un business, en quelque chose de viable. Alors quand on dit business, ce n'est pas nécessairement pour un besoin de gain ou de profit. Ça peut être un business social. Mais l'essentiel, c'est que cette invention, ce quelque chose de nouveau, ce gadget, cette avancée technologique, elle a quelque part un marché à qui s'adresser. Et elle apporte de la valeur partagée pour d'autres personnes. C'est ça la particularité de l'innovation. Alors, cette innovation, en fin de compte, c'est quoi? C'est pouvoir construire ce qu'on appelle un product market fit. Ça veut dire quoi, product market fit? C'est tout simplement une correspondance, une cohérence entre le produit et le marché. On peut avoir un très bon produit, un excellent produit, mais qui est destiné à un mauvais marché. Quand on peut avoir un marché extraordinaire, à qui on s'adresse avec un mauvais produit. La plupart des gens qui viennent du technique, ils savent et ils peuvent construire des produits qui peuvent être très innovants, très inventifs, mais qui n'ont pas nécessairement de marché ou qui ont un mauvais marché. C'est pour ça que l'innovation, c'est cette correspondance, cette cohérence entre le produit et le marché. Et c'est pour cette raison que les démarches qui prennent l'innovation commencent non pas par le produit, mais commencent très souvent par le marché. Il faut d'abord définir quel est mon marché, à qui je m'adresse, quels sont ses besoins, quelles sont ses contraintes, quel est son contexte, pour par la suite définir quel est le produit avec lequel je vais l'adresser et quelle est la meilleure manière de capturer ce marché. Alors, cela nous pousse à se poser la question, pourquoi a-t-on besoin d'innover? Est-ce que c'est possible de continuer à travailler de la même manière? Est-ce que c'est possible de ne pas innover? De rester sur ses habitudes, de se camper sur ses habitudes? Alors, à votre avis, pourquoi a-t-on vraiment besoin d'innover? Est-ce que l'innovation, c'est quelque chose d'essentiel et de vital pour l'homme, pour l'entreprise et de manière globale pour la société? Oui. Mais des gens vont dire que c'est possible de survivre en tant qu'entreprise, en tant que particulier, sans innover. On peut continuer à faire les choses comme on les faisait avant. Alors, oui. Face à des problèmes de croissance démographique, Oui. peut créer plusieurs problèmes. Et ces problèmes nous poussent à vraiment innover. Alors, c'est les contraintes, c'est les problèmes qui nous poussent à innover, oui, tout à fait. Pourquoi l'homme a survécu tout ce temps-là? Qu'est-ce qui a permis à l'homme de survivre alors que d'autres créatures, comme les dinosaures, qui sont beaucoup plus puissantes, au moins physiquement, n'ont pas pu survivre? C'est cette capacité d'adaptation au changement et donc cette capacité de changer, de modifier sa façon de faire et sa façon de réfléchir pour rencontrer l'innovation. Et donc cette innovation, effectivement, c'est une question de survie. Alors rien qu'hier, j'avais une réunion, une entreprise très classique, qui est en fait la Poste. Et c'était une réunion, c'était en fait un comité de direction avec le directeur général et l'ensemble des directeurs. Et le mot d'ordre qui était donné,
Et c'est assez extraordinaire d'une entreprise très classique. Parce qu'un goulot le Bostar, c'est vraiment le classique du classique. On n'est pas, déjà, on est dans un secteur qui est non concurrentiel, en bonne partie, en tout cas pour le courrier. Pour le colis, oui, c'est concurrentiel, mais on est généralement dans une structure très classique. Le mot d'ordre, la discussion, elle a porté principalement sur cette capacité d'innovation à travers la technologie. Ils ont commencé à sentir de la chaleur venir d'ailleurs. Alors, maintenant, la poste, elle délivre des courriers, elle délivre des colis. D'accord. Alors, comment on peut innover dans un domaine aussi classique que celui-là? Sachez qu'aujourd'hui, il y a des sociétés, il y a des startups qui offrent la possibilité d'envoyer un colis à partir de Paris, à partir d'Amsterdam, à partir de Francfort, je parle au Maroc, de les envoyer ici au Maroc à des coûts très faibles. Alors ça, c'est de la concurrence. Et en fait, tout ce qu'ils avaient en tête, toute la discussion, elle a porté sur cette tendance vers le crowd everything. Et donc aujourd'hui, et ce qui a appelé également communément l'ubérisation. Aujourd'hui, il y a cette tendance à court-circuiter les circuits standards et donc apporter de la valeur autrement. Et notamment en utilisant toute la force du crowd. Aujourd'hui, quand on parle d'Uber, quand on parle de Airbnb et quand on parle de sociétés similaires, c'est exactement cela. C'est innover à travers le crowd et à travers également ce que permet la technologie. Donc tout ça pour dire, et en fait, pourquoi j'ai évoqué cet exemple, parce qu'effectivement pour eux, c'est une question de survie. Aujourd'hui, avec le colis qui est transféré via MNA ou via CADA, ça va se faire via des personnes physiques. Et aujourd'hui, il y a effectivement un service qui s'appelle Shiply qui permet de le faire. Et rien que la semaine dernière, un ami a été livré, il a acheté en fait des livres en France, il a été livré ici au Maroc via le service Shiply. Et ça fonctionne très bien et avec un coût vraiment très faible. C'est le même modèle, c'est exactement le même modèle qui est prôné par Uber ou par Airbnb. On va revenir sur ça, mais tout ça pour dire que quand on pose la question pourquoi innover, il faut savoir que c'est vraiment pour la survie. Et donc aujourd'hui, les entreprises qui n'arrivent pas à innover, et très rapidement, ils arrivent à... Alors les exemples sont légion. Quand on regarde des exemples comme Kodak, maintenant, comme Nokia, il y a quelques années, c'était le leader des téléphones. Il n'a pas su innover, il n'a pas su prendre le virage à temps, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'innover. Il s'agit d'innover au bon moment. Donc ils n'ont pas su prendre le virage à temps, et automatiquement, ils ont été complètement... ils ont raté leur marché derrière, ils ont été complètement bouleversés. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises qui n'existent plus à cause de cette capacité à innover. Donc c'est quoi en fait l'innovation? Selon tout ce qu'on vient de dire, pour vous, c'est quoi l'innovation? En fait, c'est... Bien sûr. Bien sûr. L'innovation n'est pas que technologique. D'ailleurs, on va revenir dessus, parce que l'innovation n'est pas que produit. On peut innover autrement. Ce n'est pas nécessairement un nouveau produit qui n'existait jamais auparavant. C'est d'innovation qui peut se faire à travers d'autres choses, d'autres canaux, et on va le voir tout à l'heure. Tout à fait. Et c'est pour ça que l'innovation, c'est déjà cette correspondance entre produit et marché. Parce que si on ne connaît pas le marché, ses spécificités, ses contraintes, ses besoins, on ne va pas pouvoir innover avec du produit ou avec du service. Donc, ce n'est pas une question juste de produits innovants, mais c'est une question de cette correspondance. Donc, en fait, l'innovation, c'est cette capacité à penser différemment, déjà, pour créer une valeur partagée. Cette capacité à penser différemment. Alors, pourquoi la capacité de penser différent, elle est importante? Parce qu'aujourd'hui, nos systèmes d'éducation, ils contribuent fortement à tuer complètement cette capacité d'innovation. Alors, il y a eu le test qui a été fait par un psychologue à la fin des années 60. C'est un test assez intéressant. Le test, il consiste très simplement à prendre des enfants dans différents âges et à leur poser la question très simple suivante. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un trombone? Trombone, alors, un trombone, je vois l'usage quand
qu'on en connaît. C'est rassembler des papilles. Alors, on a fait de l'expérience. D'ailleurs, vous pouvez le faire vous-même si vous voulez. Vous vous posez la question, qu'est-ce que vous pouvez faire avec un trombone? Alors, sachez que des enfants en bas âge, qui n'ont pas encore rentré à l'école, ils ont pu imaginer jusqu'à 200 usages de du trombone. Et plus on avance dans l'âge, plus on rentre dans l'école, plus ça se réduit jusqu'à arriver à au maximum 10 usages d'un trombone. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous pouvez faire avec un billet d'argent? Yallah, chacun, كل واحد يقول لنا شي حاجة. عندك un billet d'argent, qu'est-ce que vous pouvez faire? Hein? Ah, bah, payer, bon, ça c'est classique. Collectionner, dessiner dessus. Mais ça peut être intéressant. D'ailleurs, des fois, avec le billet d'argent, un billet de 20 dirhams, ممكن تجيك une idée en or. اللهم تكتب فيه ولا تمشي لك هذيك l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon, je connais des gens qui ont بأسنانهم. Oui. هذا ما نمشي لك داك الشيء ديال الفلوس، داك الشيء دابا كلاسيك. انا كنقول لك ديت. Oui. En général. L'expérience, elle n'a pas été faite au Maroc. Au Maroc, peut-être c'est encore pire. Je crois que c'est un psychologue allemand. Mais l'expérience, elle a été refaite par la suite. D'ailleurs, il y a tout un volet qui s'appelle en fait Think Different. Et il y a un ensemble d'expériences qui permettent justement de faire cet exercice sur soi, de penser différemment. Alors, un billet d'argent. مازال ما قلتي وليش. راه ممكن نسطرو به. لا. ممكن نرسمو به un rectangle. On peut décorer avec. On peut سبحان الله الظلام وما صبتيش نشعلوا فيه العافية. On peut le reprendre. Alors, on peut penser à énormément d'usages. Alors, par contre, c'est là où ça commence à devenir intéressant. On est toujours en train de penser au billet d'argent tel qu'on le connaît, avec les dimensions qu'on connaît. Les enfants, quand ils leur ont posé la question sur le trombone, ils ont imaginé حيت هما وراو لهم الترومبون وما عمرهم خدموه ما كاينش شي واحد قال لهم لا راه c'est fait pour ça. Ils ont commencé à imaginer avec trombone avec 100 mètres de haut et fait de mousse kada. Il faut savoir penser différemment. Et malheureusement, à l'école, on nous apprend que pour un problème, pour une question, il y a une seule réponse. Or, mais dans beaucoup de cas, mais dans tous les cas, peut-être à part des questions existentielles, il y a toujours plusieurs réponses. Et malheureusement, on nous apprend que toujours il y a une seule réponse. Ce qui fait qu'on ne nous apprend pas à penser différemment. Et l'innovation, elle dépend fortement de se penser différemment. Le fait de savoir, parce que chez Marrat, innover, ça ne veut pas dire créer un nouveau produit, mais savoir faire un usage différent d'un produit existant. Aujourd'hui, les entreprises technologiques, les startups, alors le produit, il existe. C'est Internet, c'est le web, c'est le mobile. Technologiquement, ça existe, mais les usages sont différents. On va essayer un peu d'avancer pour déjà définir ce que c'est que... on a parlé de design thinking, et c'est un peu la démarche d'innovation qui aujourd'hui est la plus connue. Dans design thinking, il y a thinking, la réflexion. Quand on réfléchit, généralement, on a deux manières de réfléchir. Soit on réfléchit en termes de problem solving, on essaie de résoudre un problème. Et ça, c'est monsieur tout le monde. C'est ce qu'on fait tout le temps, c'est ce qu'on fait très souvent. Et d'ailleurs, le système d'enseignement, il nous oriente vers ça. Les systèmes d'enseignement, problème-solution. Exercice-solution. La question-réponse. Donc on est toujours à la recherche d'une solution à un problème déjà existant. Or, pour innover, il faut d'abord savoir quel est le problème. Il faut savoir chercher le problème. Et c'est très différent. Ici, on cherche à faire la bonne chose, à faire les choses bien. Alors qu'ici, on cherche à faire les bonnes choses. Les choses qui comptent, les choses qui ont un sens. Ici, on cherche à
justifier, ici on cherche à trouver du sens. Et donc c'est deux choses complètement différentes. Et derrière, pour l'entreprise ou pour l'humain, ici c'est de la capture de valeur. Donc la valeur existait, on essaie de la capturer. Ici c'est de la vraie création de valeur. Donc, dans le système de réflexion, on doit avoir cette capacité à chercher les vrais problèmes. Parce que très souvent, les problèmes sont ailleurs. D'ailleurs, il y a l'exercice qui s'appelle les 5 pourquoi, the 5 whys. Ça, c'est un exercice qui a été imaginé dans le domaine industriel. C'est par les Japonais exactement. Alors, dans le domaine industriel, une panne une machine qui dit qu'il faut se poser la question pourquoi 5 fois. Et très souvent derrière, avec le problème apparent, il y a beaucoup d'autres problèmes. Maintenant, une machine qui tombe en panne. Pourquoi? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Pourquoi la machine tombe en panne? Je vois le premier réflexe. Maintenant, l'usure. D'accord? Là, il y a une pièce de rechange qui doit être remplacée. Zid, posez la question pourquoi? L'usure. Pourquoi dit l'usure? Un mauvais entretien. Un mauvais entretien. Pourquoi il n'y a pas les gars derrière? Et quand on pousse jusqu'au 5e mois, on va retrouver très souvent la vraie raison. L'origine, c'est avec le pièce de rechange qui manquait ou qu'on n'a pas remplacé. Là, très souvent, l'origine elle est beaucoup plus organisationnelle, et beaucoup plus dans les processus, et beaucoup plus dans la tête des gens. Et donc, ce n'est pas la première cause qui est la vraie cause. Ou ça, on peut l'appliquer même dans la vie. Chez Mrat, on a toujours les réponses prêtes. C'est du prêt à porter. Mais allez pousser le raisonnement pour arriver à la vraie raison. Et c'est ça ce qui est un peu demandé dans le vrai design thinking, c'est-à-dire essayer de chercher déjà le problème avant de se poser la question quelle est sa solution. Donc design thinking, c'est très souvent de la vraie réflexion stratégique. Parce que problem solving, on n'est pas dans la réflexion stratégique, on est dans la réflexion opérationnelle. La logique normale, on se pose la question comment? Qui va-je dire? Comment résoudre le problème? Ou la quoi? Alors que dans le design thinking, je vous mets les questions qu'on se pose. Quel est le problème d'origine? Comment faire autrement? Pourquoi on est en train de faire ça? Et qu'est-ce qui se passerait si on fait autrement? Ça, c'est les bonnes questions qu'on doit se poser quand on fait du design thinking. Et là, je peux vous donner des exemples très courts. مثلا غدوز غتلقى un accident. C'est la première question qui se pose le commun des mortels. شكون فوتيف علاش وقع هذاك كان داير لا كذا. Donc généralement c'est les questions. Mais après, il y a d'autres questions qu'on doit se poser. Et s'il y avait quelque chose pour éviter ce genre d'accident? Là, on est en train de faire du design thinking. Là, on est en train de faire de la réflexion stratégique. On n'est plus dans quelle est la source du problème, pourquoi ce problème, comment. Mais on est en train de réfléchir à comment et qu'est-ce qu'on peut faire si on veut faire évoluer les choses. Voilà, donc le design thinking, ça se positionne dans le problem finding. Alors, par exemple, quand on parle de l'agile, on est plus dans le problem solving, d'accord? Et l'une des démarches qui sont très souvent utilisées par les startups et se situe un peu au milieu, ce qu'on appelle le lean startup, on est entre le problem finding et entre le problem solving. Alors, cette dualité design vis-à-vis d'engineering. Alors déjà, quand on parle de design, alors je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, oui, ici. Design is to design the design of a design. Ça, c'est pour dire toutes les facettes du mot design, en anglais, d'ailleurs même en français et peut-être en arabe. Donc, design ici, c'est un nom, c'est un verbe, c'est également un nom qui est plus un pronom, et c'est un autre nom, mais avec des significations différentes. Quand on dit ici design is to design the design of a design, design, ça ne veut pas dire la conception, ça ne veut pas dire le graphisme, mais ça veut dire le dessin, la finalité, le dessin avec EIN, d'accord? Donc, c'est également la recherche de la finalité.
Alors, cette dualité design vis-à-vis de l'ingénierie. Alors, très souvent, quand on pense en termes d'ingénierie, tous les gens qui sortent des écoles d'ingénieurs, et j'en fais partie, ils ont cette logique de chercher à modéliser, de chercher à trouver la solution à un problème. Le design, il se pose des questions beaucoup plus en amont par rapport à la phase de conception et à la phase de réalisation. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça que très souvent, dans la plupart des entreprises qui conçoivent, qui construisent, qui produisent des produits, le design من l'ingénierie. Et le design a une place qui est vraiment importante. Le design, c'est pas... Les gens, très souvent, ont tendance à penser uniquement design graphique. Mais c'est le design des produits, c'est le design des services, c'est la façon avec laquelle on va faire appel à ce produit, à ce service. Alors, juste pour positionner un peu l'innovation à travers le design, généralement, on a la technologie, on a le business et on a les valeurs humaines. Et c'est un peu au centre qu'on va trouver tout ce qui est innovation et design. La technologie, elle va permettre d'assurer la faisabilité. Le business, il va permettre d'assurer la viabilité. Et les valeurs humaines, ils vont permettre d'assurer l'utilisabilité et le sens de la chose. Quand on est uniquement ici, entre technologie et business, on est dans l'industrialisation. Quand on est entre les valeurs humaines et la technologie, on est dans tout ce qui est design et interactivité. Quand on est entre les valeurs humaines et le business, on est dans tout ce qui est organisation et organisationnel et comportemental. D'accord? Et donc, c'est un peu le design qui est un peu au centre. On va essayer d'avancer plus rapidement. Donc ça, c'est juste pour dire que très souvent, on a deux types de réflexion. Une réflexion inside-out vis-à-vis d'une réflexion outside-in. Soit on commence par le business, par la technologie, et on essaie d'adresser avec eux les besoins utilisateurs. Et ça, c'est bien, mais ce n'est pas idéal. Soit on commence par les utilisateurs. Et c'est ce qu'un peu prônent les nouvelles méthodologies. C'est commencer par l'utilisateur, par l'usage, par le contexte d'usage. Et c'est à partir de là qu'on va concevoir de nouveaux produits et des produits qui sont adaptés. Et ça nécessite un travail sur soi. C'est pour ça que toutes les méthodes, toutes les démarches de design thinking, la première phase, c'est une phase qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est en fait se mettre à la place de l'autre. Si vous voulez construire un bon produit ou un bon service, une bonne application, ou un bon site web destiné à une population, il faut savoir comprendre cette population. Savoir comprendre leur contexte d'utilisation. Une application mobile qui est utilisée par quelqu'un dans une voiture, mais une application mobile qui est utilisée par quelqu'un dans un bureau. C'est complètement différent. Une application qui va être utilisée en marchant dans la rue, mais j'ai une application qui va être utilisée pour la maison. C'est deux choses complètement différentes. Et encore, il faut penser à l'utilisateur. Je vois le souci d'elle, je vois la préoccupation d'elle au moment où il va utiliser votre système, votre application, votre produit. Quel est son point de vue? Et beaucoup d'erreurs peuvent être évitées si on fait cette réflexion, si on fait ce travail sur soi, de comprendre comment l'autre va utiliser et de quoi il a besoin et quelles sont ses contraintes. Et c'est vraiment l'élément essentiel de toute démarche de design thinking. Bon, je vais essayer un peu d'avancer. Donc ça, c'est un peu le processus, ou l'un des processus, parce qu'il y en a plusieurs. Ça commence d'abord par comprendre. Understand. Il faut comprendre cet utilisateur. On parle également des produits technologiques. Il faut savoir comprendre comment ça va être utilisé. Ou je mets l'utilisateur. Notez comme un exemple. Si vous voulez adresser un produit à une population jeune, et les populations aujourd'hui qui ont entre 15 ans et 25 ans, si vous faites le produit en français, ou le même en arabe classique, alors vous êtes en train de rater une bonne partie de votre cible. Parce qu'il faut savoir que effectivement, il y avait une période où les gens insistaient sur du bon français ou sur du bon arabe au cadre. Aujourd'hui, les gens, vu le système éducatif qui existe, vu un ensemble d'éléments, ils s'en fichent carrément. Et des fois, il va complètement, je peux vous dire, parce que j'ai vécu cette expérience par rapport à certains produits,
il va complètement rater l'usage de l'outil ou l'usage d'une application, l'usage du site web, si vous ne l'adressez pas avec son propre langage. Donc il faut d'abord commencer par le comprendre. Et qui... Oui. Bah, c'est écrit. Aujourd'hui, je connais des applications qui utilisent Darija. Oui, oui. Mais... Bah, au moins, après, l'usage des termes, des mots, même en français, il faut savoir utiliser les mots les plus simples. Je peux vous donner des exemples. L'application, à un moment donné, il y avait un besoin d'empocher des gains. Là, il y a un bouton empocher les gains, mais il ne fait pas. Par contre, il a dit payer, la demande de paiement, en tout cas, c'est beaucoup plus simple. On a un autre cas. Une application mobile, il y avait besoin de développer en fait une interface. À un moment donné, il y a eu un design où il y avait dans les écrans 2-3 boutons. Et on s'est retrouvé avec un usage, il y a beaucoup d'abandon, les gens rentrent dans les écrans, parce que là également, et ça c'est très utile dans les sites web, dans les applications mobiles, c'est tracer l'usage. Qu'est-ce que les gens en font et comment ils l'utilisent? Quelle est la durée moyenne qu'il reste sur un écran particulier? Là, on va avoir beaucoup de réflexions assez intéressantes. Donc, pour dire, par rapport à cet exemple, en fait, les boutons, ils étaient nécessaires. C'était un ensemble d'étapes. Il y avait précédent, suivant, et on pouvait enregistrer ou valider. Donc, on se dit, suivant, précédent, enregistré, validé, c'est classique. C'est normal que ça soit dans une succession d'étapes, dans une transaction. Mais après réflexion, les gens, à chaque fois qu'ils rentrent avec l'écran, ils abandonnent. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, on leur donne beaucoup trop d'options par rapport à ce qu'ils veulent faire. Et des options qui ne sont pas toujours utiles. Et ce qu'on a découvert, c'est que l'usage principal, c'est quoi? C'est principalement suivant. Précédent, c'était un cas particulier. Ou valider, en fait, ça doit se faire qu'à la fin des étapes. Donc, ce qu'on a imaginé, c'est tout simplement enlever tous les boutons et avoir un seul bouton. Suivant, qui à la fin devient validé. Alors, ça, il y a des patterns d'interface graphique qui existent. Mais derrière, pour faire ces patterns, il faut d'abord comprendre avec l'utilisateur. Des fois, il faut aller même jusqu'à l'observer. D'ailleurs, il y a des gens qui préconisent de faire ce qu'on appelle l'immersion. Il a essayé de développer une application, un site web pour une population donnée. Il a dire un truc pour les chauffeurs de taxi. Parce que 12 معهم واحد النهار ولا يومين ولا 3 ايام ولا كذا pourquoi ما قداش bien sûr ما قداش on est d'accord. Mais au moins تعرف le contexte ديالهم l'idéal انك تسوق طاكسي علاش؟ لان دابا كمول الطاكسي دابا بالنسبه لنا حنا راه سي سامبل il faut développer une application غيبدا يخدم لابليكاسيون هكذا كمول الطاكسي راه اصلا عنده مشكل غير ديال لا سيكوريتي ديالو بيرسونيل فيزيك راه كيخاف يطلع شي وقعات من قبل. Donc, il y a des réflexes qu'il développe à cause de ce problème, à cause de cette contrainte et à cause de ce contexte. Si on ne comprend pas ce contexte, là, on peut... Donc, comprendre, observer, point de vue, donc là, ça, en fait, se positionner à la place de la personne et essayer de voir quel est son point de vue. Et puis vient la phase d'idéation. Donc, c'est juste pour préparer l'idée. Pour préparer l'innovation. C'est là où on va commencer à travailler ces ménages, à faire du brainstorming pour sortir l'idée qui va correspondre à ce besoin, à ce contexte. Et après, bien entendu, prototyper et tester. Alors, l'un des éléments très très importants dans le design thinking, c'est le test. Le test logiciel, mais le test en général. Un produit, il faut toujours savoir et pouvoir le tester. Il faut le tester avant de le lancer. Il faut voir ce... Et je peux vous assurer que rien qu'en faisant du test avec une population réduite, c'est pour ça que beaucoup de produits sont lancés d'abord en alpha, en bêta, qui sont en phase de production. D'ailleurs, les démarches lean, qu'est-ce qu'il y a la perpétuelle bêta. Et le produit sous Daemon est en bêta. Donc Daemon en train d'être testé, et Daemon à chaque fois, on a le feedback. Bon, je vais avancer. Voilà, alors comment on peut faire l'ensemble des étapes, que ce soit pour le prototypage, que ce soit pour... Bon, il y a un ensemble d'éléments. De toute façon, je vais partager la présentation
sur SlideShare. Donc, à côté de ça, il y a tout ce qui est Lean Startup, qui a derrière une philosophie, donc il y a un ensemble de principes très très importants. Et juste parcourir très rapidement ces principes. Premier principe, très très important, stop dreaming, start doing. On peut continuer de long en large à réfléchir, à avoir des idées, à produire des idées, et on est des champions des idées. On commence à produire des idées. Mais après, le plus important, l'idée n'a pas de valeur si elle n'est pas concrétisée. Donc il faut commencer à faire. Faire d'une manière réduite, prototyper, faire quelque chose, mais commencer à faire. Quand on veut créer de la valeur, il faut d'abord commencer à penser en termes de gains à apporter, en termes de peine à supporter. Qu'est-ce qu'on va réduire comme peine et qu'est-ce qu'on va induire comme gain? Quand on veut développer un produit, quand on veut créer une entreprise, il faut d'abord que ça plaît à un client. Si ce n'est pas adressé à un client, si ça n'appelait pas un client, ce n'est pas une entreprise. D'ailleurs, le meilleur investisseur, c'est le client. Parce que le client ne te demande pas des parts de l'actionnariat, il te demande uniquement de lui apporter le produit et il va payer pour. Bien sûr, ça c'est classique, fail fast, fail often, fail forward. L'échec, c'est quelque chose qui permet de construire. Et pour avoir l'échec, on a déjà construit des choses. Donc on peut capitaliser sur tout ce qu'on a fait avant d'échouer pour pouvoir construire quelque chose de plus intéressant. Et dernier élément, c'est get out of the building. Parce que les clients, ils ne sont pas dans une salle machine. Ils ne sont pas à l'intérieur d'un bureau climatisé avec un fauteuil. Ils sont ailleurs. Il faut aller les chercher là où ils sont. Et c'est en comprenant la logique du client qu'on va pouvoir innover par rapport au produit. Bon, il y a un ensemble de techniques, là je vais passer. Alors, c'est juste, et je termine un peu sur ça, quand on veut innover, ce n'est pas uniquement sur le produit, sur la proposition de valeur, mais sur l'ensemble des éléments d'un business model. Par exemple, on peut innover sur l'offre, sur les produits, sur les services. Là, typiquement, l'exemple de Tesla, de Hyperloop, c'est de l'innovation qui concerne le produit en particulier. Mais sachez que la plupart des innovations, les plus grandes innovations, ce n'est pas des innovations en termes de produits. Quand vous regardez par exemple Apple, iPhone, iPad, tout ça, ça c'est pas de l'innovation de produit. Le produit, par rapport à l'ensemble des caractéristiques, existait déjà. C'est de l'innovation en termes d'expérience utilisateur et en termes de modèle marketing. Donc on peut innover sur d'autres choses. L'innovation sur les segments. Des fois, on peut innover uniquement sur le segment client. C'est le même produit, mais on adresse un segment client particulier. Les opérateurs télécoms, dans les offres qu'ils lancent, qu'ils commencent à lancer, ils essayent de cibler d'autres types de clientèle qui étaient jusqu'alors à l'écart par rapport à leurs offres. On peut innover en termes de ressources. L'usage des ressources. Amazon, lorsqu'il s'est fait lancer toute la partie cloud, c'était par rapport à des data centers qu'il avait pour son produit initial, la vente en ligne. Et qu'il a su réutiliser, réadapter pour offrir du service cloud. Je termine sur ce slide. Donc l'innovation en termes de canaux de distribution. Donc là, il y a également d'autres exemples. Canaux de distribution, c'est en fait quelque chose qui existait déjà sur les magasins. On va l'apporter sur le web ou on va l'apporter sur un autre canal de distribution. Sur les partenariats, sur les modèles de revenus. Donc là également, les modèles de revenus peuvent être assez classiques. Le paiement. Si on passe à l'abonnement, ça c'est un autre modèle. Et maintenant, Xerox, ils ont passé un modèle où l'imprimante c'était un produit à une imprimante qui était devenue un service, voire une utilité. Et le cloud, en général, c'est une innovation dans ce sens. Et on peut également innover en termes de structure de coût. Donc, on peut innover sur l'ensemble de ces sujets. Donc, faut que innovation, là, ce n'est pas nécessairement un nouveau produit, ce n'est pas nécessairement un nouveau service, mais c'est d'abord un produit innovant pour un marché avec une logique différente. Et donc, cette logique, elle peut impacter l'ensemble de ces éléments. Ça peut être sur le marketing, sur l'expérience utilisateur, ça peut être sur les segments clients, sur les canaux de distribution, sur les partenaires, sur les structures de revenus ou les structures de coûts. Voilà, bon, j'avais d'autres choses à dire. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Donc, merci pour votre présence. Alors, je ne sais pas si... Je crois qu'on a déjà dépassé de loin le temps. S'il y a peut-être une question... Les réseaux sociaux, une catégorie. Alors, les réseaux sociaux, a priori, ce n'est pas de l'innovation technologique. Dans le sens où toutes les technologies qui étaient derrière les réseaux sociaux existaient déjà. Donc, c'est une innovation
en termes de produits ou de services, mais pas au sens technologique. En fait, le produit qui était offert, c'était un produit différent, Alors, ce qu'il faut noter, c'est l'exemple des réseaux sociaux, et c'est bien de l'avoir mentionné. Les réseaux sociaux, pourquoi ils ont marché? Ils ont vraiment très bien marché, ils ont cartonné. La curiosité, le coût, c'est parce que c'est aux États-Unis, mais parce qu'il y a quelque chose de très important. Alors, on termine sur ça. C'est parce qu'ils ont adressé les couches hautes de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, a les couches basses. Je mets les couches basses. Manger, survivre, la sécurité, tout ça, c'est les couches basses. Ils ont adressé le besoin d'être en communauté, le besoin d'être reconnu et cette estime de soi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens, qui publient un truc Facebook, qui a le nombre de likes. Ça, c'est un besoin de reconnaissance. Qui partage quelque chose sur Facebook, il est en train de se sentir en communauté. Donc, on est en train d'adresser les canaux tellement omis par la plupart des gens, ils ont été adressés par les réseaux sociaux. LinkedIn, tout un CV, c'est une façon de s'affirmer, de confirmer qu'il a une capacité, il a une compétence. Voilà, je vous remercie.